Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose d'aussi essentiel qu'invisible, notre respiration. Mhm. On le fait tout le temps, sans y penser, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on doit respirer? Pour explorer ça, on va s'appuyer sur un module de biologie, un document assez détaillé qui nous a été fourni. Oui, une bonne base. L'idée, c'est vraiment de comprendre la mécanique derrière ce réflexe vital. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans l'air qu'on inspire, puis celui qu'on expire, voir un peu comment ça change. D'accord. Ensuite, on va suivre le chemin que prend l'air dans notre corps. Le parcours. Oui, le parcours. Puis, comment nos poumons arrivent à se remplir et à se vider. Ce qu'on appelle la ventilation, c'est ça? C'est ça, la ventilation. Et après ça, le moment clé, l'échange des gaz, vraiment au cœur des poumons. L'étape cruciale. Voilà. Et on finira par répondre à une question un peu intrigante soulevée dans le document. Comment le bouche à bouche peut fonctionner si on souffle de l'air qu'on a déjà utilisé? Prêt pour ce voyage intérieur? C'est un excellent programme. Et juste avant de démarrer, si je peux me permettre, il faut clarifier un point important. Souvent, il y a confusion. Ah oui. Oui, en biologie, quand on parle de respiration, on désigne spécifiquement les échanges gazeux. L'oxygène qui passe dans le sang, le CO2 qui sort. Que ce soit au niveau des poumons ou même des cellules. D'accord. Et ça, ce n'est pas tout à fait pareil que la ventilation. La ventilation, c'est plus l'acte mécanique, le mouvement. Inspirer, expirer. Le fait de brasser l'air, quoi. Exactement. Et on va voir, l'air qu'on expire, il est loin d'être vide ou inutile. Très juste. C'est une distinction super importante. Merci. Bon, alors commençons par le début. La matière première, l'air ambiant. Il y a quoi dedans exactement? La recette de base. Oui, la recette, c'est ça. Les documents nous la donnent. C'est surtout de l'azote, le N2. Énormément, genre 78%. Oui, la grande majorité. Ensuite, il y a le fameux dioxygène, l'O2, celui dont on a besoin pour vivre. Ça, c'est 21%. Indispensable. Et puis, une toute petite part de dioxyde de carbone, le CO2. Vraiment très peu, 0,03%. Et quelques traces d'autres gaz. Sans oublier la vapeur d'eau. Ah oui, la vapeur d'eau, bien sûr, dont la quantité change tout le temps. C'est ça. Et le module décrit une petite expérience assez parlante pour montrer comment cette composition change quand l'air passe par nous, surtout pour le CO2. Ah, avec l'eau de chaux, exactement, avec l'eau de chaux. C'est un liquide transparent et il a cette propriété de devenir trouble, un peu laiteux, s'il y a du CO2. D'accord. Alors, première étape, on prend de l'air ambiant, normal, et on le fait barboter dans l'eau de chaux. Et là, il se passe quoi? Rien de spécial, le liquide reste transparent. Ça montre bien qu'il y a très peu de CO2 dans l'air qu'on inspire, ce fameux 0,03%. Logique. Ensuite, on refait la même chose, mais cette fois, on souffle notre propre air, l'air qu'on expire dans l'eau de chaux. Bon, il faut souffler quelques secondes pour que ça se voit bien. Et là? Et là, hop, l'eau de chaux devient trouble, blanchâtre. C'est la preuve directe, visible, que l'air qui sort de nos poumons est beaucoup plus chargé en CO2 que l'air qu'on a inspiré. Et les chiffres du document le montrent bien. C'est assez frappant. Ils ont pris une base de 100 litres d'air pour comparer facilement. Oui, Donc, si on inspire 100 litres, on a 21 litres d'oxygène, l'O2, et seulement 0,03 litres de dioxyde de carbone, CO2. très peu de CO2. Mais attention, quand on expire ces 100 litres, il ne reste plus que 16,5 litres d'O2. Par contre, la quantité de CO2, elle, monte en flèche, 4,5 litres. Ah oui, quand même. C'est énorme comme différence, multiplié par 150. C'est une augmentation considérable, oui. Et on voit autre chose d'intéressant avec l'azote, le N2. Ah oui, l'azote. Le document dit 78 litres à l'inspiration et 78 litres à l'expiration. Ça ne bouge quoi. Donc il traverse, mais on ne l'utilise pas. Voilà, il entre, il sort, mais le corps ne s'en sert pas dans ce processus respiratoire. Pareil pour les autres gaz rares, ils sont juste de passage, quoi. Donc si on résume très simplement, notre corps prend de l'oxygène dans l'air Oui, et à la place, il rejette du dioxyde de carbone. c'est exactement ça, c'est le cœur de l'échange. On prend l'O2, dont nos cellules ont besoin pour fonctionner, et on se débarrasse du CO2, qui est un peu comme leur déchet. D'accord. Et il ne faut pas oublier un autre rejet, l'eau, sous forme de vapeur. C'est facile à voir, tu souffles sur une vitre froide. De la buée. Exactement, de la buée. Donc respirer, c'est ce double mouvement. Capter l'O2 et rejeter le CO2 et la vapeur d'eau. Ok, c'est clair. On sait ce qui change dans l'air. Maintenant, le trajet. Par où il passe exactement cet air une fois qu'il entre? Le document décrit un chemin assez précis. Le plus souvent, ça entre par le nez, par les fosses nasales. Oui,
Et c'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Le nez, c'est pas juste un trou, hein. Ah non. Non, l'intérieur, c'est tapissé d'une muqueuse avec plein de petits vaisseaux sanguins. Et cette muqueuse produit du mucus, et elle a aussi des cils microscopiques qui bougent, les cils vibratiles. Et ça sert à quoi tout ça? Ça a un triple rôle super important. D'abord, ça filtre. Les poils à l'entrée et le mucus piègent les poussières, les plus grosses particules. Ensuite, ça réchauffe l'air. Grâce aux vaisseaux sanguins, l'air arrive aux poumons à la bonne température, celle du corps. Malin. Et troisièmement, ça humidifie l'air, pour qu'il ne soit pas trop sec pour nos poumons. Si on respire par la bouche, on saute un peu ces étapes de préparation. Ah d'accord. C'est un vrai système de conditionnement de l'air en fait, le nez. Super intéressant. Donc après le nez, ou la bouche si on respire par là, l'air descend dans le pharynx. Oui, le pharynx, c'est cette zone au fond de la gorge. C'est un carrefour où se croisent la voie pour l'air et la voie pour la nourriture. D'accord. Puis, l'air passe par le larynx. C'est là qu'il y a les cordes vocales, pour parler. Et c'est aussi là qu'on sent la pomme d'Adam, surtout chez les hommes. C'est le cartilage thyroïde. Et ensuite? Ensuite, direction la trachée. Faut imaginer un tube d'environ 12-15 cm de long. Il est souple, mais maintenu ouvert par des anneaux de cartilage. Des anneaux en forme de C, ouverts à l'arrière. Pour pas qu'elle s'écrase. Exactement. Pour qu'elle reste bien ouverte, même quand on bouge le cou ou que la pression change. Logique. Et cette trachée, elle va où? Elle reste un seul tube? Non, au bout d'un moment, elle se sépare en deux. Comme une fourche. Ce sont les branches souches. Il y en a une qui va vers le poumon droit et l'autre vers le poumon gauche. D'accord, une pour chaque côté. Voilà. Et à partir de là, ça se ramifie énormément. C'est comme un arbre à l'envers. Chaque branche souche se divise en branches plus petites qui elles-mêmes se redivisent encore et encore. Ça devient de plus en plus fin. De plus en plus fin, oui. Ça forme des conduits qu'on appelle les branchioles. C'est vraiment comme les branches d'un arbre qui deviennent des brindilles. Et tout au bout de ces brandilles, les branchioles terminales, on trouve quoi, finalement? On arrive à la destination finale, les alvéoles pulmonaires. Ce sont des millions, vraiment des millions, de tout petits sacs d'air. Ils sont groupés un peu comme des grappes de raisin microscopiques. Des sacs microscopiques. Oui, en cul-de-sac. Et c'est là, dans ces alvéoles, que la magie des échanges va se passer. D'accord. Et pour l'expiration, évidemment, l'air fait tout le chemin inverse. Des alvéoles, il remonte par les bronchioles, les bronches, la trachée, le larynx, le pharynx et sort par le nez ou la bouche. Il faut aussi qu'on imagine un peu les poumons eux-mêmes. C'est gros comment? Où est-ce que c'est placé? Alors, les poumons, ce sont deux organes assez volumineux, oui. Ils occupent une bonne partie de la poitrine dans ce qu'on appelle la cage thoracique. Celle qui les protège. Exactement. La cage thoracique, c'est la structure osseuse formée par la colonne vertébrale derrière, les côtes sur les côtés, et devant, et le sternum au milieu devant. Les poumons sont à l'intérieur. Et ils sont comment au toucher? Ils sont très légers, mous, un peu spongieux et très élastiques. Le poumon droit est un peu plus gros, il a 3 parties, 3 lobes. Le gauche est un peu plus petit, il n'a que 2 lobes, pour laisser de la place au cœur qui est juste à côté. Ah, d'accord. Et en dessous, les poumons reposent sur un grand muscle plat qui est essentiel, le diaphragme. Le diaphragme, oui. Et puis, chaque poumon est comme enveloppé dans un sac très fin, à double paroi, qu'on appelle la plèvre. Cette plèvre fait le lien entre le poumon et l'intérieur de la cage thoracique, ainsi qu'avec le diaphragme. C'est super important pour comprendre comment les poumons bougent. Justement, parlons-en des mouvements. Inspirer, expirer. Le document appelle ça la ventilation pulmonaire, le renouvellement de l'air. Comment ça marche mécaniquement? Est-ce que c'est les poumons qui se gonflent tout seuls, comme des ballons? Bonne question. Parce que l'intuition nous trompe parfois. En fait, les poumons, ils sont plutôt passifs là-dedans. C'est la cage thoracique qui mène la danse. Ah bon, d'accord. Oui. Prenons l'inspiration. C'est un phénomène actif. Ça veut dire que ça demande un effort musculaire, ça consomme de l'énergie. Il y a 2 groupes de muscles principaux qui travaillent. D'abord, le diaphragme. Il se contracte et, en se contractant, il descend. Il s'aplatit un peu comme un piston qui descend. D'accord, le diaphragme descend. Et en même temps, d'autres muscles, situés entre les côtes, les muscles intercostaux externes, se contractent aussi. Eux, ils tirent les côtes vers le haut et vers l'extérieur. Un peu comme quand on soulève l'anse d'un seau. Tu vois le mouvement? Oui, je vois. Donc, le diaphragme pousse vers le bas
Et les côtes montent et s'écartent. Du coup, la cage thoracique devient plus grande. Exactement. Son volume augmente dans tous les sens, en hauteur grâce au diaphragme et en largeur et profondeur grâce aux côtes. Et comme les poumons sont collés à la paroi de la cage, par cette fameuse plèvre, Ils sont obligés de suivre. ils sont obligés de suivre le mouvement. Ils se laissent étirer et leur volume augmente aussi. Et c'est là le point clé. Cette augmentation de volume crée une légère baisse de pression à l'intérieur des poumons. La pression dedans devient plus basse que la pression de l'air dehors. Ah, Et l'air, il suit la règle, il va toujours de la haute pression vers la basse pression. Donc, il s'engouffre tout seul par le nez ou la bouche pour remplir ce vide relatif. C'est ça l'inspiration. ah mais oui, c'est donc l'augmentation du volume qui aspire l'air. Ce n'est pas l'air qui entre et qui pousse pour gonfler les poumons, c'est l'inverse. Le document corrigeait cette idée reçue, c'est une nuance importante. Tout à fait. Et pour l'expiration alors, comment l'air ressort? C'est aussi un effort, il faut pousser. Alors, pour une expiration normale, calme, au repos, c'est étonnamment simple. Et surtout, c'est passif. Passif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de contracter de muscles. Il suffit que les muscles qui s'étaient contractés pour l'inspiration, le diaphragme et les intercostaux externes, se relâchent, simplement. Ils arrêtent de travailler. Voilà. Le diaphragme se détend et remonte, les côtes redescendent un peu par leur propre poids et aussi grâce à l'élasticité de la cage thoracique. Du coup, si tout ça redescend et remonte, le volume de la cage thoracique diminue. Oui, il diminue. Et comme les poumons sont toujours liés à la cage par la plèvre et qu'ils sont eux-mêmes élastiques, ils suivent cette réduction de volume. Ils se rétractent un peu. Et ça comprime l'air dedans. Ça comprime l'air qui est à l'intérieur. Du coup, la pression dans les poumons devient légèrement supérieure à la pression de l'air extérieur et hop, l'air est chassé dehors. C'est l'expiration. Donc, si je comprends bien, pour inspirer, il faut faire un effort musculaire, dépenser de l'énergie, mais pour expirer tranquillement, il suffit de se relâcher. C'est exactement ça. C'est pour ça que le document insiste, on ne dépense pas d'énergie pour souffler quand on expire normalement. Bien sûr, si on veut souffler fort, comme pour éteindre les bougies d'un gâteau. Ah oui, là on force. Là, oui, là, on contracte activement d'autres muscles, comme les abdominaux ou les intercostaux internes, pour expulser l'air plus vite et plus fort. Mais l'expiration de base, celle qu'on fait sans y penser, elle est passive. Compris. Inspiration active, expiration passive. C'est très clair. Bon, maintenant, la question vraiment cruciale. Cet air frais, chargé d'oxygène, il est arrivé tout au bout, dans ces millions de petites alvéoles. Qu'est-ce qui se passe concrètement là? C'est là que l'oxygène passe dans le corps et que le CO2 en sort, c'est ça? C'est exactement ça. C'est le lieu des échanges gazeux, le cœur de la fonction respiratoire des poumons. Il faut imaginer chaque alvéole, ce tout petit sac, comme étant entouré, enveloppé par un réseau hyper serré de capillaires sanguins. Les capillaires, c'est les plus petits vaisseaux sanguins. Oui, les plus fins du corps. Leur paroi est extrêmement mince et la paroi de l'alvéole aussi est très fine. En fait, les deux parois sont pratiquement collées l'une à l'autre. Et le document donne des chiffres très parlants sur ce qui se passe dans le sang qui passe par là. Ils prennent 100 millilitres de sang comme exemple. Oui, pour voir la différence avant-après. Voilà. Le sang qui arrive au poumon, le sang veineux mêlé, ils disent il transporte environ 12 millilitres d'oxygène et 48 millilitres de dioxyde de carbone. Donc pas beaucoup d'O2, mais pas mal de CO2. C'est le sang qu'on dessine souvent en bleu. Oui, le sang sale, en quelque sorte, qui revient des organes. Et après être passé tout près des alvéoles, le sang qui repart vers le cœur et le reste du corps, le sang artériel, eh bien, il contient environ 20 millilitres d'O2 et seulement 40 millilitres de CO2. Donc il s'est bien rechargé en oxygène. Oui, et il s'est débarrassé d'une partie de son CO2. C'est le sang propre, rouge vif. Ces chiffres montrent parfaitement l'échange. L'oxygène, l'O2, il est très concentré dans l'air qu'on vient d'inspirer, dans l'alvéole, beaucoup plus que dans le sang qui arrive. Donc il passe naturellement. Oui, il va diffuser, traverser les fines parois de l'alvéole et du capillaire pour aller dans le sang, là où il y en a moins. C'est un phénomène physique passif, la diffusion. Ça suit la différence de concentration, ou plus précisément de pression partielle du gaz. Et pour le CO2, c'est le chemin inverse, j'imagine. Exactement l'inverse. Le dioxyde de carbone, le CO2, c'est un déchet que le sang a ramené des tissus. Il est donc plus concentré dans le sang, qui arrive au poumon, que dans l'air de l'alvéole. Donc il sort du sang. Il sort du sang, il diffuse à travers les parois dans l'autre sens pour aller dans l'air de l'alvéole, et ensuite il sera évacué quand on expirera. Et on voit aussi dans les chiffres que l'azote, lui, ne bouge pas.
1 millilitre avant, 1 millilitre après. Sa concentration est à peu près la même des deux côtés, donc pas d'échange notable. L'échange concerne vraiment l'O2 et le CO2. D'accord. Et ça se fait en continu à chaque respiration, des milliers de fois par jour. C'est fascinant comme ce principe de diffusion est simple au fond. Mais pour que ça suffise à alimenter tout notre corps en oxygène, il faut que cette zone d'échange soit hyper efficace. Le document comparait ça à l'intestin grêle pour l'absorption de la nourriture. Oui, l'analogie est très bonne. Dans les deux cas, le corps a trouvé des astuces pour maximiser la surface d'échange avec l'extérieur, que ce soit l'air ou le contenu de l'intestin. Pour les poumons et leurs alvéoles, il y a 3 caractéristiques principales qui expliquent cette efficacité incroyable. Ah ouais, bon, je suis curieux. Premièrement, la surface totale. Elle est absolument gigantesque. On estime qu'on a entre 300 et 700 millions d'alvéoles dans nos 2 poumons. Des millions! Oui. Et si on pouvait les déplier, les mettre tout à plat, côte à côte, leur surface totale couvrirait entre 100 et 200 mètres carrés. Le document parle de 200 mètres carrés. Attends, 200 mètres carrés? C'est la taille d'un terrain de tennis, hein? Exactement. C'est énorme. Toute cette surface est repliée et tient dans notre poitrine. C'est une prouesse d'ingénierie de la nature. Un terrain de tennis. C'est fou. Difficile à imaginer. Et la deuxième caractéristique? Deuxièmement, la finesse de la barrière que les gaz doivent traverser. La distance entre l'air dans l'alvéole et le sang dans le capillaire, c'est minuscule. L'épaisseur des 2 parois réunies, c'est environ 0,001 mm. 0,001 mm. C'est rien du tout, hein. C'est plus fin qu'une feuille de papier à cigarette. Donc les gaz O2 et CO2 n'ont qu'une toute petite distance à franchir pour passer d'un côté à l'autre. D'accord. Et la troisième? Troisièmement, la richesse en vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle la vascularisation. Chaque petite alvéole est littéralement enveloppée par un réseau très dense de capillaires. C'est comme si le sang coulait en une fine nappe tout autour de l'alvéole. Donc le contact est maximal. Le contact entre l'air et le sang est maximal et quasiment permanent pendant que le sang traverse ces capillaires pulmonaires. Donc si je résume, une surface immense comme un terrain de tennis, une paroi super fine et un contact hyper étroit avec le sang. C'est la combinaison de ces 3 trucs qui rend nos poumons si efficaces pour l'échange des gaz. C'est tout à fait ça. Bon, récapitulons un petit coup avant d'attaquer l'énigme du bouche à bouche. On a vu pourquoi on a besoin d'O2 et pourquoi on va éliminer le CO2. On a suivi le trajet de l'air, nez, pharynx, larynx, trachée, bronche, bronchiole, jusqu'aux alvéoles. Le parcours complet. On a compris la mécanique de la ventilation. L'inspiration est active, avec les muscles qui agrandissent la cage thoracique, et l'expiration est passive, par simple relâchement. Sauf si on force. Sauf si on force, oui. Et on vient de voir comment les échanges O2-CO2 se font super efficacement dans les alvéoles grâce à cette structure optimisée. Grande surface, parois fines, beaucoup de sang. C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène tout droit à la réponse pour le bouche à bouche. La question c'était, pourquoi est-ce qu'on souffle de l'air qu'on vient d'expirer, qui est donc moins riche en oxygène et plus riche en CO2? Ça paraît contre-intuitif. Oui, pourquoi ça marche? La clé est dans les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. C'est vrai, l'air qu'on expire contient moins d'oxygène que l'air ambiant, environ 16,5% au lieu de 21%. Oui, on perd presque 5%. Mais 16,5%, ce n'est pas 0,1, loin de là. Il reste une quantité d'oxygène tout à fait significative dans l'air qu'on expire. Ah. Et cette quantité est suffisante pour quand même enrichir en oxygène le sang d'une personne qui ne respire plus toute seule et dont les réserves d'oxygène sont en train de chuter dangereusement. Donc même si c'est pas l'idéal, c'est mieux que rien. C'est bien mieux que rien. Le but du bouche à bouche, ce n'est pas de fournir de l'air parfait, c'est de maintenir une oxygénation minimale, surtout pour le cerveau et les organes vitaux, en attendant que les secours arrivent ou que la personne recommence à respirer par elle-même. C'est parfaitement logique en fait. L'air expiré, c'est une source d'oxygène de secours, quoi. Merci, c'est beaucoup plus clair. Pour finir, le document source donne quelques chiffres assez dingues pour qu'on réalise l'ampleur du truc. On brasse environ 12 000 litres d'air par jour. 12 000 litres! C'est énorme! Ça fait à peu près 24 000 respirations par jour. Et sur 24 heures, on absorbe dans les 500 litres d'O2 et on rejette 400 litres de CO2. Des volumes considérables. Et on a de la marge. Une inspiration normale, c'est un demi-litre d'air, mais si on force, on peut en inspirer 2,5 litres à 3 litres de plus. Notre capacité de réserve. Le document mentionnait aussi rapidement les types d'infections qui peuvent toucher ce système, selon l'endroit. Rhinite pour le nez, pharyngite, laryngite, trachéite, puis bronchite, bronchiolite. Oui, jusqu'à la pneumonie si ça atteint les alvéoles. Ou même la pleurésie, l'infection de l'enveloppe, la plèvre. Ça rappelle que ce système est vraiment une porte ouverte sur l'extérieur. Absolument.
Et ça ouvre sur une dernière réflexion, peut-être un peu plus large que la simple mécanique. Cet appareil respiratoire, avec son immense surface d'échange, ce terrain de tennis intérieur, c'est notre interface la plus directe, la plus constante avec le monde extérieur. C'est vrai. C'est 12 000 litres d'air qu'on respire chaque jour. Il n'apporte pas que de l'oxygène. Il transporte aussi des poussières, des pollens, des microbes, virus, bactéries, champignons. Et puis, de plus en plus aujourd'hui, des polluants liés à nos activités humaines. Le document citait le NO2, le SO2, les particules fines. Oui, la pollution de l'air. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment notre système respiratoire arrive à faire ce grand écart permanent. D'un côté, échanger les gaz, ce qui est vital, de l'autre, se protéger de toutes ces agressions qui arrivent avec l'air. Bonne question. On a vu quelques défenses mécaniques, comme les cils, le mucus, mais il y a aussi tout un système immunitaire très actif dans les voies respiratoires. Et surtout, on peut se demander comment notre mode de vie, le tabagisme bien sûr, mais aussi l'exposition à la pollution, peut-être même notre alimentation, notre niveau de stress, comment tout ça influence cet équilibre fragile entre ouverture et protection. Y penser, ça nous rappelle à quel point ce système est à la fois incroyablement résistant et en même temps assez vulnérable. C'est une réflexion très pertinente pour terminer notre exploration. Merci beaucoup pour cette analyse super détaillée, vraiment passionnante, de la mécanique respiratoire en s'appuyant bien sur le matériel fourni. Avec plaisir. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve bientôt pour décortiquer un nouveau sujet.